Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ce matin, je vais parler de la durabilité comme stratégie adaptative au changement environnemental méditerranéen. Donc, c'est l'objet de cette présentation, de ce cours, qui a été proposé par Hatem Zawadi. Bon, c'est un sujet qui est d'actualité et c'est un sujet qui est très étendu parce qu'il y a plusieurs facettes à ce sujet-là. Donc, je vais essayer de le situer et après, je vais me concentrer sur un exemple, parce que parler d'une façon générale risque de ne pas avoir d'impact pour l'auditeur. Voilà, donc si on parle de durabilité, donc il est intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire ce terme durabilité dans l'esprit de l'actualité, parce que si on regarde le dictionnaire, c'est autre chose. Donc, le dictionnaire, la durabilité, c'est un paramètre temporel. Donc, quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui reste à un certain moment. Mais la durabilité, dans les concepts actuels, surtout dans les concepts industriels, économiques et environnementaux, c'est défini comme suit. Donc, notre environnement, d'une façon générale, est un environnement multi-paramètres. Donc, on a des paramètres qui font partie de la nature, c'est les paramètres écologiques. Il y a des paramètres sociaux, donc il y a un aspect social, et il y a aussi des paramètres économiques. À l'intersection de ces paramètres, on va trouver différents types de préoccupations et de termes qu'on utilise actuellement. Donc, à l'intersection des paramètres sociaux et économiques, on a ce qu'on appelle maintenant l'économie équitable ou bien les paramètres qui ont une relation avec l'équitabilité. L'équitabilité, c'est-à-dire, c'est des actions, des industries qui font attention, qui associent des préoccupations économiques et des préoccupations sociales aussi. À l'intersection de l'environnement et des aspects sociaux, on trouve des paramètres qui ont une relation avec la viabilité. Viabilité, c'est-à-dire on a des actions qui tiennent compte de la vie, que ce soit de la vie animale ou végétale. À l'intersection des préoccupations écologiques et économiques, on a les paramètres de viabilité. Viabilité, c'est-à-dire c'est des paramètres qui tiennent compte de la durabilité, en fait. Durabilité, c'est encore plus large, mais viable, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut survivre, qui peut rester un certain temps. Et à l'intersection de ces trois aspects, on a la durabilité. Donc, si on tient compte des aspects sociaux, des aspects écologiques et des aspects économiques, à la fois, on a des actions, des industries qu'on appelle durables. Voilà. Donc, la durabilité, c'est
le fait de tenir compte d'aspects écologiques, sociaux et économiques à la fois. Donc, si on a par exemple une industrie ou un produit ou bien une technologie hein, qu'on nomme de durable, c'est-à-dire que cette technologie, cette industrie, ce produit tient compte des aspects sociaux, économiques et écologiques à la fois. Voilà, ça c'est la définition globale de la durabilité. Donc cette conception, elle vient, c'est une conception actuelle. Il y a quelques années, on ne parle pas de durabilité. Mais ce n'est pas uniquement le terme durabilité qui est actuel. La durabilité a entraîné un certain nombre de terminologies qui sont, si on veut dire, dans le vent, qui sont à la mode, qui sont actuelles, qui marquent des tendances dans divers domaines. Donc, je vais citer un certain nombre de termes qu'on utilise avant, qui étaient actuels dans le temps, et maintenant on en parle beaucoup moins. Et à la place, on a d'autres termes qui apparaissent, qui marquent des tendances. Donc avant, par exemple, on parle beaucoup de production dans l'industrie, de productivité, de rentabilité, de haute technologie, high-tech, de consommation, fast-food, qui était à la mode, fast fashion, la mode rapide, bon, fast fashion, mais la mode, le prêt-à-porter, par exemple, le prêt-à-porter, c'est fast fashion. Donc, classique, le prêt-à-porter classique. Parce qu'on va voir maintenant que ça a évolué énormément. Donc, actuellement, on a des termes qui apparaissent, qui sont utilisés, production propre, cycle de vie des produits, biotechnologie, produits bio, empreinte carbone des produits, produits éco-responsables, production équitable, économie circulaire, recyclage, slow food, slow fashion. Donc tout ça, c'est des termes qui sont à la mode, bon, si on veut dire, qui sont maintenant très utilisés et qui marquent un certain nombre de tendances des industries et de notre environnement d'une façon générale. Des industries, des politiques, des économies et tout. Donc, est-ce que la question qui se pose, est-ce que cette durabilité, est-ce que ces concepts de durabilité sont un choix ou bien c'est une obligation, c'est quelque chose qui nous est imposé et qu'on ne peut pas l'éviter? Est-ce que la durabilité est un concept qui est conçu pour s'adapter au changement environnemental, climatique et écologique? Ou bien la durabilité est une exigence pour survivre, pour la survie des économies, pour la survie des entreprises, pour la survie d'une façon générale, la survie de l'être humain et de la vie. Donc, ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre en prenant un exemple précis. Et j'ai pris le secteur industriel, le secteur du textile. Bon, plusieurs raisons pour ce choix.
Premièrement, parce que c'est un secteur qui est extrêmement polluant, comme on doit le voir. C'est un secteur qui nous touche de près aussi. Donc, on l'a sur la peau, on l'a tout le temps sur la peau, le textile. Donc, il nous touche, bon, la mode nous touche tous, qu'on le veuille ou non. Hein. Maintenant, moi, je me rappelle, on avait une mode avec, bon, je me rappelle des pantalons larges. J'ai des photos avec des pantalons larges, très larges, qui ne sont plus à la mode maintenant, qui ne sont plus actuels. Si on les met, bon, à l'époque, si on cherche un pantalon comme on l'a maintenant, on ne le trouve pas sur le marché. Donc on est obligé. Donc c'est quelque chose qui nous est imposé en quelque sorte. Aussi, il y a une question de goût. Et le goût, il est modifié. Il est modifié par la mode, par les gens qui font la mode. Ils font la mode et ils nous modifient nos goûts. Donc avant, c'était joli d'avoir un pantalon large. Maintenant, ce n'est plus joli parce qu'on a changé, et le changement, il est dû au matraquage publicitaire, etc. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, bon, c'est une raison personnelle parce que moi, je suis maintenant, c'est le secteur dans lequel je suis le plus impliqué, donc je le connais un peu de près. Voilà, donc, secteur textile, c'est un secteur très diversifié. Donc, quand on dit textile comme ça, mais en fait, tout le secteur textile n'a pas les mêmes caractéristiques. N'est pas aussi polluant, par exemple. Par exemple, si on prend la confection ne pollue pas comme la teinture finissage. La teinture finissage, c'est une pollution hydrique très importante. Alors que sur le plan hydrique, la confection n'a pas de pollution hydrique. Donc, le secteur textile, il est subdivisé en plusieurs secteurs. Donc, j'ai cité un certain nombre, filature, le tissage, le tricotage, la teinture finissage, la confection. Donc, ça, c'est des sous-secteurs. Donc, ça, c'est un peu une présentation très sommaire du secteur textile. Donc, ce secteur, j'ai dit, c'est un secteur extrêmement polluant. Donc, vous voyez, ici, j'ai donné un certain nombre de chiffres pour vous montrer l'impact de ce secteur sur l'environnement. Donc, j'ai pris essentiellement ces chiffres-là d'un article de Madame Valentine Ambert, je lis le nom, qui est intitulé « L'impact environnemental de la mode et de la fast fashion ». Donc, ce secteur textile représente une activité mondiale très importante et qui est en train d'augmenter. Cette activité est en train d'augmenter vu que la mode maintenant, elle change tout le temps. On change de mode, on a des innovations et par la suite, la consommation augmente. Suite à ça, la consommation augmente. Donc, actuellement, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. On achète actuellement 60% de plus qu'il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, on achète 60% moins. Donc, vous voyez, c'est une activité qui est en train d'augmenter rapidement. 60% en 15 ans, c'est pas peu, plus que la moitié. Donc, ce secteur aussi, il est caractérisé par sa pollution importante dans tous les milieux, que ce soit le milieu hydrique ou le milieu atmosphérique. Donc, l'industrie textile consomme 4 milliards de tonnes d'eau par an. Donc, c'est
le second facteur de pollution de l'eau dans le monde. L'industrie textile, donc c'est la deuxième sur le plan pollution hydrique, deuxième mondiale. C'est une performance. Donc, la Banque mondiale estime que 17 à 20% de la pollution mondiale des eaux est causée par l'industrie textile. C'est 17 à 20%. C'est énorme. Donc, 12% de l'eau consommée chaque année dans les foyers français, donc ça, c'est l'entretien des textiles, l'entretien des vêtements, consomme 12% de l'eau des ménages, des foyers. Et cette consommation-là d'eau représente 14 000 litres d'eau par an. Donc 14 000 litres d'eau par an par foyer, l'équivalent de ce que l'on boit sur 12 années. C'est énorme. Donc, c'est ce qu'on boit sur 12 années, il est consommé en une année. Il est consommé en une année. Seulement, ça c'est seulement pour l'entretien, pour le lavage. Pour le lavage. Donc, en ce qui concerne l'atmosphère, le textile est le 5e plus gros émetteur de gaz à effet de serre. 5e. Bon, ça c'est compris dans ce calcul la production et le transport, le transport, parce que vous allez voir qu'un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 kilomètres entre les champs de coton et les boutiques de vente. 65 000 kilomètres. Donc ça, il y a des émissions de gaz à effet de serre pour le transport qui sont importantes. Donc, 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, donc c'est supérieur à celle du trafic aérien maritime mondial réuni. Donc, l'émission de gaz à effet de serre due à l'industrie textile, c'est supérieur à notre transport mondial, aérien et maritime. À la fois, les deux à la fois additionnés sont inférieurs à ce que pollue l'industrie textile. Voilà, donc vous voyez, c'est un secteur qui est extrêmement polluant. Donc heureusement maintenant, c'est une limite parce que maintenant on est à la limite de la catastrophe pour l'environnement terrestre. Donc heureusement maintenant les tendances ont changé et maintenant les gens deviennent plus sages et ils réfléchissent plus quand ils s'habillent. Les producteurs aussi, on va le voir, aussi se mettent à réfléchir parce que si le consommateur réfléchit, le producteur est obligé de suivre. Parce que si le consommateur refuse de mettre sur le dos des vêtements qui polluent autant, le producteur est obligé de se dire, bon, si je continue comme ça, personne ne va acheter mon produit. Donc, il est obligé de suivre. Et la mode aussi, elle est obligée de suivre. Les tendances actuelles de l'industrie de l'habillement, donc on va voir, donc c'est ce qu'on voit sur les publicités, sur les produits, etc., sur ce qu'on écrit, sur les médias. Donc on parle maintenant de sustainable fashion.
Donc, on sous-estime le fast fashion. Donc, fast fashion is like fast food. C'est quelque chose qui n'est pas, n'a pas une bonne qualité. Et ça nuit plus que ça donne des forces. La fast food, ça peut nuire notre corps. Donc, ça, c'est les tendances actuelles. Donc, comme on a dit, les professionnels, maintenant, sont conscients de ces problèmes et commencent à réfléchir et à se regrouper pour faire face, parce que ce n'est pas évident de faire face et de changer, surtout changer une production, ce n'est pas évident du tout. Donc, parce qu'il y a la concurrence aussi. Donc, si on se regroupe, on peut prendre des décisions communes et on peut changer ensemble. Comme ça, il y a plus de sécurité pour le producteur. Parce que si je mets sur le marché un vêtement qui est, par exemple, écologique et généralement, il va coûter un peu plus cher des fois que les vêtements classiques. Et le concurrent va mettre des vêtements classiques qui sont moins chers, et avec probablement des présentations plus attrayantes, parce que des fois, quand on va vers l'écologique, moi, bon, je connais quelque chose, par exemple, si on met un colorant naturel, le colorant naturel n'a pas une large gamme comme les colorants classiques, chimiques. Donc, vous avez des couleurs très éclatantes, des couleurs vraiment, etc., comme dit à la mode. Et si on met à côté des couleurs, bon, pour les consommateurs qui ne sont pas très avisés, bon, ils disent ça c'est plus joli, c'est plus. Donc, il y a un risque. Par contre, si tout le monde se met dans la même direction, il y a moins de risques. Donc, il y a actuellement des regroupements qui se font pour ça et pour autre chose, parce qu'on va voir que aussi il y a une histoire de normes, une histoire de qualité, évaluation de la qualité, etc. Donc, il y a un certain nombre d'associations maintenant, de regroupements, donc parmi lesquels ce que vous voyez ici, celui qui a commencé le premier, je pense, c'est le SAC, Sustainable Apparel Coalition, aux États-Unis. C'est lui qui a commencé. Et il y a l'Allemagne qui a suivi par son groupement qui est là. Est-ce qu'il y a un pointeur là? Je ne peux pas pointer. Ah, malheureusement. Ben, donc, c'est celui qui est en haut. Je ne sais pas lire l'allemand, mais bon, on va le voir tout de suite. Voilà. Voilà, ça, c'est ça. Donc, il m'a sauvé. Donc, c'est lui qui a. Et ça, dis-le en anglais, là, sustainable. Parce que mon anglais n'est pas très. Oui, Sustainable Fashion Business Consortium. Voilà, donc, maintenant. Un consortium du business de la mode. Voilà. De la mode durable. Mode durable, voilà. Termine même, puisque tu as commencé. Oui, Sustainable Fashion Business. Sustainable Fashion Business Consortium. Et l'autre, responsable. L'autre, Responsible Sourcing Network. Voilà. C'est les plus grands regroupements d'industriels, enfin pas uniquement d'industriels, on va le voir, regroupements pour les habits, pour les vêtements, pour tout ce qui est textile durable. Donc, ces regroupements, on va le voir, c'est des regroupements qui sont très importants, extrêmement importants. Donc, ces regroupements, ils servent, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, à sécuriser et aussi à développer les marchés des
de la mode durable. Parce que la mode durable, maintenant, ce n'est pas de très grands marchés, ce n'est pas de grands marchés, ce qu'on appelle des marchés niches, c'est des petits marchés, mais qui sont en expansion très rapide, très rapide. Maintenant, ils s'étendent d'une façon rapide. Bon, oui, bon, il y a de ça, il y a de ça. Voilà, donc ces regroupements sont des regroupements de grandes marques. Généralement, les grandes marques sont regroupées. Donc, on va voir le SAC, Coalition des vêtements durables. Donc, il regroupe plus de 200 membres. Plus de 200 membres. Les plus importants industriels du monde. Voilà. Donc, il regroupe les marques, donc les brands et les distributeurs. Ça, c'est des marques, peut-être vous allez les reconnaître parce que si vous achetez, donc vous avez probablement H&M, vous le connaissez. Moi, je ne connais pas beaucoup parce que je ne m'habille pas à la mode. Pas la mode actuelle, la mode rétro. Aldo. Donc, vous avez même Disney qui est avec eux pour les enfants jeunes. Adidas. Donc, vous avez Puma, vous avez Levi's, Nike, Inditex. Vous avez plusieurs. Donc, ça, c'est les plus grands. Hein, c'est les plus grands du monde. Les plus grandes marques du monde d'habits et de chaussures aussi. Hein. Voilà. Donc, il regroupe, ça, c'est les marques. Mais il regroupe aussi des fabricants, parce que les fabricants ne sont pas obligatoirement les marques. Les marques ne sont je dis pas très souvent, mais souvent, ils se font fabriquer par d'autres fabricants. Par exemple, ici, on a l'industrie textile tunisienne, elle travaille pour les marques. Donc, elle fabrique pour les marques. Donc, ça, c'est les fabricants. Donc, ils regroupent les marques, les fabricants. Ça, c'est les fabricants aussi. Donc, énormément de fabricants. Aussi, dans ces regroupements, on trouve des institutions et des associations. Notamment les associations et les institutions de normalisation qui édite des normes, les normes de qualité, toutes les normes. Donc, vous avez des choses que vous connaissez, par exemple GIZ d'Allemagne, etc. Donc, tout ça. Vous avez le coton bio, donc des institutions, ça aussi, WWF, vous connaissez. Donc, ça, c'est des associations aussi qui sont regroupées avec les marques, avec les producteurs. Donc, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc, ça, c'est le SAC, le regroupement américain. Ça, c'est le regroupement allemand. Le regroupement allemand, c'est l'Alliance for Sustainable Textile. Voilà, c'est la traduction de ce qu'a dit Hatem tout à l'heure. C'est l'Alliance for Sustainable Textile. Donc, aussi, c'est un grand regroupement. Et l'Allemagne, elle est l'un des pays qui sont en avance, c'est l'un des premiers pays de développement durable pour la mode. La mode durable en Allemagne, elle est assez avancée. Et en 2018, ce regroupement représente 75% du marché allemand. En 2018, 75% du marché allemand. C'est énorme. Voilà, donc ça c'est la liste. Voilà.
ça, c'est la liste d'associations qui sont dans le regroupement. Et ça, c'est les organisations de normalisation qui sont dans le groupement allemand. Donc, vous reconnaissez Ecotex. Ecotex, les gens qui ont travaillé dans le textile le connaissent. Ecotex. GOTS aussi. GOTS, tout le monde connaît GOTS. Donc, ça, c'est des organisations de normalisation qui sont dans le regroupement allemand. Voilà. Donc, ces regroupements-là, en plus des aspects marché, ils s'occupent aussi, donc, et ça, c'est une activité qui sert les marchés, c'est l'activité d'évaluation de qualité de produits et de qualité d'entreprise aussi, les entreprises. Donc, et le SAC, après avoir fait ce regroupement, il a édité un index, le Higg Index. Le Higg Index, c'est un index, c'est un indice qui évalue l'évolution des entreprises vers la sustainabilité. Pour dire cette entreprise a une activité durable ou pas, il y a un texte, toute une méthodologie pour donner une valeur, pour donner une note à cette industrie, et cette note évalue son avancement vers la production durable. Donc, il y a divers types de Higg Index. Bon, ça, c'est des détails. Mais pour nous, c'est maintenant, il y a une note qu'on peut attribuer aux entreprises et aux produits pour dire qu'ils sont sustainable ou pas. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une évaluation sommaire, ce n'est pas une évaluation subjective. Maintenant, on a quelque chose d'objectif qui permet de dire ça c'est sustainable, ça c'est pas sustainable. Et ça c'est, donc EGADA ce n'est pas une norme, mais c'est une préparation pour mettre en place une norme. Et si on a une norme, on peut, je vous dis, bon, c'est en relation avec les marchés, si on a une norme, c'est le début d'une législation. On peut émettre une législation qui limite ou qui définit les marchés des produits durables et qui protège les marchés durables. Parce qu'on peut mettre sur l'étiquette d'une veste ou bien d'un pantalon, cette veste est un produit durable, par exemple. Hein? Qui peut nous empêcher? Le consommateur va lire, il dit, oui, c'est un produit durable, je vais l'acheter. Une fois qu'il est conscient, qu'il est désireux de rendre service à son environnement et à lui-même. Donc, il va dire, je vais acheter ça. Et donc, ça, c'est quelque chose pour éviter les fraudes, pour limiter le marché, pour le protéger. Voilà. Donc, maintenant, on arrive à des choses très, très importantes, très intéressantes. Donc, ça, regardez, 5 janvier au 2 février 2021. Il y a un mois. Donc, on est en avril. Donc, mars, janvier, février, mars. Donc, il y a un mois et demi, 2 mois. La Commission européenne met en consultation une stratégie pour les textiles durables. Donc, pour cette commission-là, cette stratégie facilitera
la transition de l'Union européenne vers une économie circulaire, neutre pour le climat, dans laquelle les produits sont conçus pour être plus durables, réutilisables, réparables, recyclables et économes en énergie. Et donc ça, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de choses. Donc, on va voir, c'est quelque chose de réel, donc on va vers des produits durables dans le secteur textile. Une stratégie pour des textiles durables. Textiles durables. Donc, l'Europe va vers des textiles durables. Donc, vous avez les termes durables, réutilisables, réparables, etc., etc. Donc, on lit tous les jours actuellement, Nike, j'ai vu Nike ce matin ou hier matin, Nike, elle va mettre sur le marché des chaussures utilisées, fripe. Donc, Nike, elle va vendre maintenant les chaussures de sport utilisées. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et les gens qui veulent prendre le train, ils n'ont qu'à le prendre maintenant, parce qu'après, ça va être trop tard. Et je parle de notre industrie textile. Voilà. Donc, cette direction, pour moi c'est un avis personnel, je pense que c'est ça, représente une opportunité, surtout pour les pays qui ne possèdent pas de haute technologie et pour les pays pauvres. Donc, ça se justifie, mais il faut peut-être, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Bon, je peux noter juste qu'en Tunisie, il y a une étude stratégique qui a été faite sur les biotechnologies. Donc, pour définir une stratégie nationale dans 4 domaines. Domaine de l'industrie agroalimentaire, le domaine des produits pharmaceutiques et des produits de bien-être, le domaine de l'environnement, des traitements de rejets, que ce soit hydriques ou atmosphériques, et le domaine des textiles. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2014 et les conclusions sont claires. Mais cette étude, depuis 2014, elle est dans les tiroirs du ministère de l'Industrie. Rien n'a été fait. Hein? Rien n'a été fait, malheureusement. Malheureusement, et c'est pour ça que je dis, si on ne prend pas le train maintenant, on risque d'être en dehors des normes. Bon, pour vous dire que les jeunes peuvent faire un certain nombre de choses, donc avec nos ressources tunisiennes, les ressources de leur pays qui sont exploitables, donc je parle toujours de textiles, bon, entre autres. Mais ça, c'est l'exemple que j'ai pris, c'est les textiles. Donc, vous avez l'alpha, vous avez les sous-produits palmiers durables. Il y a un certain nombre de travaux de recherche qui ont été faits ici, notamment dans l'unité de recherche de CEHAT, l'unité de recherche de chimie appliquée à l'environnement, donc qui sont très intéressants. Si vous regardez vous entrez dans le site de la faculté de sciences de Monastir et vous regardez l'unité de recherche, vous avez la liste des thèses qui ont été présentées. Vous allez voir que beaucoup de choses qui ont été faites
dans ce sens-là. Notamment, je me rappelle de la thèse sur les feuilles de palmier qui ont été utilisées pour faire des batterie, elle va s'arrêter, pour faire du papier. Pardon. حط في الشاشة في البريز. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les matériaux cellulosiques. On a énormément de matériaux cellulosiques qui peuvent être exploités d'une façon très bien. Moi, je dis que c'est des perspectives très intéressantes, vraiment, vraiment. Avec très peu d'efforts, on peut faire des industries intéressantes. Très peu d'efforts, bon, entre guillemets, bon, des efforts réalisables. Aussi, on a des matières premières pour la production de colorants naturels. Donc, on a des plantes tinctoriales, on a des déchets qui peuvent être utilisés pour la production de colorants, marc de raisin, grignon d'olive, margine, feuilles d'olivier. Donc, ça, c'est... Et ce qu'on a fait, par exemple, la DAI, l'industrie de colorants naturels maintenant qui est installée en Tunisie, elle fait ça. Voilà, pour vous dire que c'est possible et facile à faire. Donc, vous voyez des photos là. Donc, vous avez ici à gauche le cartam. Cartam, c'est une plante. Donc, vous voyez comment elle se présente. Et les fleurs, on peut les utiliser. Et ils donnent des produits qui ressemblent à... comment ça s'appelle le safran. C'est identique au safran. D'ailleurs, il est appelé faux safran. Et ça, c'est quelque chose qui est... ça, c'est des photos de mon jardin. C'est moi qui ai fait ça. Donc, pour essayer, bon, pour dire que c'est faisable très facile. Ça pousse très facilement, sans aucun problème. Ça, c'est la récolte de l'année dernière. Ça, c'est l'année dernière. Cette année, il a 20 cm de hauteur, pas encore en fleurs parce que ça fleurit plus tard. Donc, c'est pas. J'ai pris une photo, mais j'ai pas mis parce que j'ai dit c'est pas. Ça, c'est joli, l'autre, c'est pas très joli. La photo suivante, c'est la garance. Garance, ça, c'est une plante tinctoriale très intéressante. Et elle pousse naturellement en Tunisie, elle pousse naturellement dans les oasis. Elle s'appelle foua fait les oasis, il appelle ça foua. Donc, moi, je l'ai planté aussi. Il donne des racines. C'est les racines qui sont exploitables. Les racines donnent un colorant rouge. Donc, ça aussi, cette année. Ça, les photos, ils datent de 2 jours. Voilà, hier ou l'avant-hier. Avant-hier, je pense que j'ai fait. Donc, ça, c'est pour dire que ça, on peut faire une industrie. D'ailleurs, aux Pays-Bas, il y avait une industrie qui est basée, il n'y a pas longtemps, qui est basée sur la garance. Elle cultive la garance, uniquement la garance, pour en faire un colorant. Il y a eu une industrie qui est faite à partir de la garance uniquement. Et ils vendaient en Tunisie il n'y a pas longtemps. Maintenant, je ne sais plus, ils ont disparu. Elle s'appelle Rubia. Rubia, c'est un autre nom de la garance aussi. La société s'appelle Rubia. S'appelait Rubia, mais je ne sais pas, elle a disparu. Bon, la photo d'après, c'est le lin. Le lin tar, vous le connaissez, le lin. En arabe, c'est quoi le lin? Le lin, c'est Khamraya.
Hamraï. Hamraï, bon, c'est un tissu qui est très bon, c'est de bonne qualité, surtout l'été. L'été, il est frais, hein, donc c'est un tissu. Et ça, c'est le lin. Ça, c'est la fibre, enfin la fibre, c'est la plante de lin. Elle a de jolies fleurs mauves, petites fleurs mauves. Maintenant, ça c'est hier. Maintenant, elle commence à fleurir. Et après, pour la transformer, c'est très facile aussi. C'est pas très difficile pour la transformer en fibre, fibre de lin. D'ailleurs, j'ai donné la récolte de l'année dernière, donc comme ça, une botte de lin à quelqu'un pour faire un travail de recherche dessus. Bon, il n'a pas fait, je ne sais pas, il a disparu lui aussi. Donc, voilà, donc c'est facile à faire. Donc, ça, c'est des choses que vous, les jeunes, vous pouvez faire. Les gens qui ont des tendances ou qui sont une formation en agriculture ou qui aiment bien faire ça, ils peuvent faire toute une entreprise pour ça. Donc, c'est facile et accessible et tout, et tout. Il faut bouger seulement, il faut bouger. Voilà. Comme j'ai dit, Nadai maintenant, c'était une start-up qui est issue de notre unité et qui produit des colorants naturels à partir de déchets industriels, notamment les déchets de l'industrie d'huile d'olive. Donc, vous avez une vidéo qui est sur le site, donc on l'avait passée tout à fait au départ, qui montre un petit peu comment on fait pour produire le colorant, etc. Voilà, je pense que j'ai terminé. J'espère que je vous ai intéressé, que vous n'avez pas dormi trop lorsque je pense, lorsque je parle. Si vous avez des questions, je suis là à votre disposition. Merci, Sifarouk. Merci, Sifarouk. Donc, merci pour cette conférence extrêmement intéressante. Donc, je prends la parole. Voilà, donc je voudrais juste pour nos étudiants présenter le professeur. Il y a de l'écho, hein, il y a de l'écho en ton main. Il y a de l'écho, hein, il y a de l'écho en ton main. ما نسمعوش ما عادش نسمع حتى شيء. احنا on n'entend rien. Ici on n'entend rien. تعرف تمشى هذه Donc, كيفاش je reviens رجع لي شكون يتكلم. Voilà. Donc, on va arrêter la présentation. Voilà. Donc, je vais présenter très rapidement au professeur Mohamed Farouk Moulani. C'est lui le fondateur de l'unité de recherche dont il a parlé tout à l'heure. Hein. Il n'a pas dit, il a dit Hatem Dawed, il la dirige, mais il a oublié de mentionner que c'est lui le fondateur de cette unité de recherche. Bon, ça fait des souvenirs, mais c'est bon. Donc, si Farouk Moulani s'est mis à la chimie, si j'ose dire, verte depuis longtemps. Hein. C'est le pionnier de la recherche appliquée à l'environnement à la faculté des sciences de Monastir. C'est l'un des premières unités de recherche qui était fondée en Tunisie. En Tunisie, d'accord. Qui s'est intéressé aux sciences appliquées dirigées vers l'environnement. Donc, le nombre de thèses qu'il a soutenues, qu'il a dirigées, et les doctorants qui se sont formés sur ses mains, hein, si j'ose dire, sont nos collègues maintenant. Une bonne dizaine de docteurs sont nos collègues, des maîtres assistants, des maîtres de conférences. Il y en a même qui sont devenus profs. Nizar Mexi est déjà professeur universitaire. Et, si vous permettez, j'insiste encore une fois
pour vous présenter, c'est en langue arabe. Là, je m'adresse à Joseph, je ne sais pas s'il me voit, Joseph. Oui, oui. Il est là. Oui. Parfait. Donc, j'ai une petite vidéo que elle ne dure pas longtemps, elle dure 4 minutes. Et dans laquelle on va voir comment, à partir d'un déchet qui posait problème en Tunisie, c'est le déchet des industries d'extraction d'huile d'olive, bien connu sous le nom de margine. Et comment est-ce l'idée est venue à professeur Farouk Mhenni d'exploiter cette ressource qui était une source de nuisance, de nuisance olfactive, de divers types de nuisances. Comment est-ce qu'elle a eu l'idée de profiter de ce déchet et d'en faire une source de colorant naturel? Et c'est une vidéo qui dure 4 minutes, elle est en ligne sur le site de notre unité, mais malheureusement, elle est en langue arabe, Joseph, d'accord? Mais tu vas comprendre le contexte, tu vas comprendre avec les images, tu peux très très facilement comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais vous demander la permission de faire passer cette vidéo pendant 4 minutes et on redonne la parole à Farouk Mhenni. Toujours dans la thématique de la durabilité du développement, de l'économie circulaire, de la valorisation des ressources, qu'elles soient naturelles ou bien même sous forme de déchets industriels. D'accord? Donc, je vais vous passer cette vidéo. Farouk, juste comme ça pique شوي. Voilà. Donc je vais. يفهموا. Là, vous pouvez comprendre, je pense. Je le dirai après. قاعدة تشوف في هذا. لها ارتباط دقيق بالتراث التونسي، فجعل هذه الشجره مصدرا هامل لابتكار يحافظ على البيئه. سوف نتعرف في هذا التقرير انا وابو بكر على التطور التقني يستخدم مخلفات عصر الزيت. هذا في سنية منزل حرب. ابو بكر اين نحن هذه المنطقه غير موجوده؟ بالفعل كنت مشي لها كان في الوسترن هذا والله شوف لك فسر له على خاطر تو هذا المرجين راهو ستون شارج فينانسيير بالنسبه للبرودكتور نتاع الزيت. قلت انا هنا يوجد مكان الاتخاذ السادسة من صناعة زيت الزيتون. هي بالأساس ملونة تكون تركيب قوي للمادة ولمحطات تطهير بتاع مياه الصرف. كيف يمكن استخدام هذه المياه السوداء في الابتكار الذي تحدث عنه؟ أين يكون الابتكار؟ بدأنا استعمالها في صناعة هل تقصد هذه الأشياء تحول إلى مواد يتم بها تدوين النتيجة؟ تعمل هذه المواد للتلوين الهدف محافظة على المياه، محافظة على المائدة المائية، وإنتاج ملابس ليس فيها مواد كيميائية. إذا أنا الدكتور سوف نتوجه الآن إلى أحد المصانع القريبة من هذه المنطقة لنرى كيف يتم استخدام هذه المياه السوداء
وإذا كنتم موجودين معنا ستشمون رائحة الزيتون في هذه المنطقة في تلوين الملابس. هذا هو المجال الذي يتم فيه الصباغة بمواد صناعة الزيتون وخصوصا المرجين. هل ممكن دكتور أن تريد مثال كيف يحصل ذلك؟ طبعا. كما ترون هذا المثال من الخط هذا تم تحضيره بالصباغة بالمرجين. عملية الصباغة تتطلب عدة مراحل، بدءا من وضع قطعة الملابس في الآلة المخصصة للصباغة، إضافة كمية مطلوبة من المرجين، وصولا إلى آلة التشكيل بعد حوالي 30 دقيقة. كده دكتور هذا هو البنطلون النهائي واللون الذي حصلنا عليه باستخدام كل المراحل. هذا هو المظهر النهائي للبنطلون الذي شاهدنا اطوار صباغته. ما هي الالوان الاخرى التي يمكن الحصول عليها خلال المنتجات عصر الزيتون؟ من الزيتون ومن مواد غلاء صناعه زيت الزيتون يمكن الحصول على الوان مختلفه. نرى هنا بعض الالوان التي يمكن الحصول عليها، هذا ثم هذا ثم نرى هذا يقارب بالاصفر. دكتور هل الالوان تتغير مع الوقت والاستخدام من هذه الالوان الثالثه او تغيرها هو بسبب كونها الوان طبيعيه؟ الالوان هذه تم اختبارها وتم تغيرها بالوقت ولا بالضوء الشمس ولا بالغسيل، اعطت نتائج جيده. دكتور هل يمكن تطبيق هذه التقنيه على مختلف انواع الاقمشه؟ ينجح على كل انواع الاقمشه الطبيعيه، ونحن بصدد دراسه الاقمشه الاصطناعيه وعلى من تنجح الصباغه به حتى على الاقمشه الصناعيه. نتصور الدكتور فاروق على جزء هذا التطبيق والذي تم صناعتها باستخدام مختلفات الزيتون على الرغم من الطقس الحار الذي في تونس. بالفعل انه ابتكار يجمع بين التطور والمحافظه على السرعه. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je m'adresse là à Joseph. Hein. J'espère que vous avez bien saisi cette présentation, Joseph. Très rapidement. Donc, à partir des margines, on arrive à faire la teinture de pièces en jean. Peut-être professeur Farouk Mehani peut en parler, peut donner un peu plus de détails si vous le souhaitez. Hein. Donc, mais ceci est parmi les exemples qui marient, disons, résultats de la recherche et valorisation dans le milieu industriel. Et tout ça dans un esprit de durabilité et d'économie circulaire. Comme vient de me le rappeler professeur Farouk Mehani, même le traitement des margines qui ne se fait pas actuellement. On ne traite pas les margines. On les stocke dans des bassins d'évaporation. Oui, donc voilà. Le margine pose problème énorme pour les producteurs d'huile d'olive. Parce que les margines sont des rejets qui contiennent des polyphénols. Et ces polyphénols sont toxiques pour les bactéries. Ce sont des produits qui sont bactéricides. Donc, il est interdit, maintenant il y a une législation qui les interdise dans les canalisations publiques. Parce que s'ils vont vers les stations d'épuration, ils vont détruire les traitements biologiques. Donc, on interdit de les rejeter dans les canalisations publiques. Donc, la solution qu'on a trouvée actuellement ici en Tunisie, c'est les stocker dans des anciennes carrières. Donc, comme vous avez vu, ça, c'était une ancienne carrière dans laquelle le producteur d'huile d'olive est obligé de transporter son rejet
dans cette carrière-là, de la déverser dans la carrière. Donc, il dépense les frais de transport et aussi les frais de stockage. Donc, pour le producteur, c'est une dépense qui n'est pas négligeable. Donc, c'est une dépense négligeable. Et trouver une solution pour ces margines, donc, ça représente pour les producteurs donc, un soulagement économique et aussi de préoccupation parce qu'il y a un problème législatif. Et aussi, ça peut être intéressant, c'est intéressant aussi parce que c'est des produits qui sont polluants. Si on les stocke, il y a dégagement d'odeur, il y a fermentation, dégagement d'odeur. Pour les riverains, pour les gens qui habitent à côté, c'est vraiment désagréable, très désagréable, moustiques, odeur, etc. Donc, une solution serait vraiment très intéressante. Merci, professeur Henry. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui bon, dans le chat. dans le chat. Mais laisse-nous faire. Ouais. C'est très coupé. Le son dans Le son dans la il faut se contenter juste du son. Il faut se contenter juste du son sur la. C'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon, maintenant c'est bon. Bon. Alors, je ne sais pas si Huneida veut intervenir parce qu'elle a écrit quelque chose sur le chat. Huneida, est-ce que tu veux intervenir en direct? Bonjour, j'ai dit que le savon est utilisé aussi dans le margine est utilisé aussi dans les savons naturels ou bio. Elle est considérée comme un colorant et aussi par ses bénéfices. Elle est hydratant et etc. Elle est très bénéfique pour la peau. Vous l'avez utilisé, c'est vous qui avez utilisé ça? J'ai fait une formation dans la fabrication du savon naturel et le formateur a utilisé, mais personnellement, je pas encore. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas ses effets sur la peau en tant que margine, en tant que savon. Nous, maintenant, on est en train de faire des études biologiques avec la faculté de pharmacie pour justement déterminer la sensibilité de la peau vis-à-vis d'un certain nombre de produits, notamment entre autres les produits de margine, les margines. Oui, mais Donc, elle est utilisée souvent comme un colorant. Ça peut, oui, mais je vous dis, bon, ça peut être utilisé comme un colorant, mais pour son effet sur la peau, il faut voir de près. Moi, je ne peux pas vous répondre sur l'effet sur la peau. D'accord. D'accord. Donc, professeur Luis Rios, vous aviez fait une remarque sur le chat. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. J'avais une petite question, pardon pour mon français. Il y avait un problème aussi de contamination des eaux phréatiques connectées avec les margines, non? Et spécialement la question de l'eau, que c'est très important pour nous, pour la Méditerranée. Oui, bon, je pense qu'il peut y avoir une contamination, mais le stockage, je ne sais pas s'il est sécurisé dans tous les cas. Le stockage, même s'il est sécurisé, c'est une sécurité qui est précaire parce que on peut mettre une couche d'argile au fond des bassins, mais je ne sais pas si la perméabilité
il n'y a pas d'étude qui a été faite d'une manière scientifique pour voir si ça passe, ça ne passe pas. Exactement, c'est Farouk, si je peux intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, effectivement, l'imperméabilisation du fond des bassins de stockage des margines, il est fait par une couche d'argile uniquement qui est compactée et c'est la seule protection qu'on est en train d'utiliser actuellement. Donc, il n'y a pas de géotextile, il n'y a pas de géomembrane, il n'y a pas de construction particulière à part cette couche d'argile qu'on suppose suffisante pour retenir, disons, voilà, éviter le risque d'infiltration des contaminants vers les nappes phréatiques. Mais c'est une très très bonne question, Joseph, c'est vrai, ce risque existe. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi j'en ai deux. Je ne vois pas. Si quelqu'un... Non, je ne vois pas. Bon, bonjour, madame. Kauthar, peut-être. Il faut lever la main. Je ne vois pas. Oui, Bouraoui, oui. Bouraoui a levé la main. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci pour votre présentation. Monsieur Farouk, je demande, est-ce que les quantités de substances naturelles que vous avez présentées tout à l'heure, notamment les fibres, les colorants, peuvent assurer les demandes de l'industrie textile, les demandes en quantité. Je parle pour les demandes en quantité. Oui. Bon, ce que j'ai montré, moi, c'est dans le jardin, hein, c'est 1 mètre carré. Donc ça, c'est pour montrer que c'est faisable. Et bon, c'était pour moi un test pour voir si ça demande de l'entretien, si c'est difficile de cultiver ces plantes-là. Bon, c'est juste pour voir. C'est pas dans le but de production. Hein. Mais s'il y a des gens qui seraient intéressés, c'est pour leur dire que c'est facile à faire, c'est faisable avec notre climat. Notre climat, il peut, ces plantes-là peuvent pousser sous notre climat, etc. C'est juste pour ça. C'est quelque chose de démonstration de faisabilité, pas pour la production. Pour la production, bon, il faut plus. Hein. C'est des études à faire, etc. Études économiques et études de faisabilité plus intéressantes, plus objectives. Bien, merci. Est-ce que j'ai répondu, c'est ça là? Oui, monsieur, merci. Voilà. Kauthar, tu aurais une autre question? Oui, si je peux me permettre, c'est qu'il faut peut-être travailler un peu sur l'aspect de communication, parce que grâce à ce master, moi personnellement, je viens de découvrir cette technique qui est très prometteuse. Mais comme le professeur l'a déjà présenté, en Allemagne, cette industrie textile qui va dans le sens de la durabilité, elle est très développée. Et je pense que ça vient de la demande du consommateur. Si le consommateur exige et demande ce genre de produit, l'industrie va automatiquement suivre et avancer dans la recherche dans cette optique. Donc, par rapport à la société tunisienne, je ne vois pas que c'est très développé et le Tunisien n'est pas très conscient par rapport au textile, hein, parce que dans l'aspect de l'alimentation, on parle beaucoup de l'alimentation biologique, bio et healthy, etc. Donc, pour l'aspect textile, ce n'est pas encore très développé. Oui, bon, justement, notre industrie textile, elle est essentiellement dirigée vers l'exportation, hein, vous le savez probablement. Donc, les gens qui achètent les colorants naturels, c'est des gens qui exportent. Et ils exportent des produits pour l'Allemagne et pour autres. Hein. Et comme vous avez dit, l'Allemagne, c'est l'une des plus avancées dans ce domaine-là. Mais en Tunisie, il peut y avoir un segment de marché qui peut être intéressé. C'est le marché des vêtements pour enfants et bébés et les sous-vêtements. Et les sous-vêtements, notamment pour les femmes, etc.
Donc ça peut être intéressant parce que les colorants naturels sont des colorants qui sont inoffensifs, mais qui n'ont pas la toxicité des produits, des colorants chimiques, parce qu'il y a des fois des sensibilités de peau qui sont dues aux colorants. C'est pas dû à la fibre. Des fois, j'ai vu des gens qui ont des sensibilités, donc ça les gratte, etc. Il y a des rougeurs, etc. Et on leur dit, mettez une fibre en coton, habillez-vous en coton, en fibre naturelle. C'est pas la fibre qui est en contact avec la peau. Si vous prenez un coton, même bio, et vous le teintez, vous faites la teinture avec un colorant chimique, c'est le colorant chimique qui est en contact avec la peau, qui est à la surface. Donc, c'est le colorant qui est important pour éviter les sensibilités, c'est pas la fibre. Voilà, donc bon, il y a un créneau, bon, c'est pour les jeunes, ça aussi, c'est un travail qui peut être fait par les jeunes. Développer une marque qui de colorants bio, enfin de produits bio pour le textile. Une marque qui surtout une marque pour enfants, pour bébés, pour lingerie féminine, par exemple. Voilà des projets pour les jeunes qui veulent travailler. Ça c'est encore plus rare. D'accord. Je termine. Qui veulent travailler des travaux qui ne sont pas simples. Parce que ceux qui veulent travailler des travaux avec un stylo, un bureau et un café devant soi, il y a beaucoup. Mais ceux qui veulent travailler avec des heures interminables, travailler du matin au soir et peut-être avec un risque, bon, ça c'est encore plus rare. Mais le rendement est meilleur et l'intérêt est mieux pour moi, hein, je dis. Pour lui, peut-être pas. Oui. D'accord, merci Sipaour. Bon, professeur, oui, Soubiros vous remercie encore pour les étudiants et pour votre présentation. Moi, j'aurais une question, j'ai une question à vous poser. Oui. Je vais reprendre dès le début, hein, c'est-à-dire quand vous avez introduit la notion de durabilité et que vous avez posé la question de savoir si c'était un choix ou une obligation. Oui. Alors, et vous avez dit que est-ce que c'est dans une stratégie ou dans l'idée d'une adaptation ou bien pour survivre, c'est-à-dire est-ce que c'est une résilience, une réponse donc en termes de résilience. Et il y a aussi une troisième que vous n'avez pas citée, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi dans le sens de l'atténuation, parce que bon, on a des réponses à ce qui... les réponses sont de trois natures, donc soit c'est une adaptation, une résilience ou une atténuation. Alors, la réponse, est-ce qu'elle est la même pour les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés qui ont des technologies développées, qui ont une industrie développée, et pour les pays du Sud? Je veux dire par là. Tout à fait, tout à fait. Voilà. J'ai compris. Parce que moi, je me suis posé la question, et j'ai même fait une diapo avec le bassin méditerranéen. J'allais, parce que je copie-collais, hein, je l'ai fait, et j'allais travailler pour mettre avec une couleur les gens du Sud et avec une autre couleur les pays du Nord. Et j'allais en parler, mais je dis, si je soulève cette question-là, ça va être plus long et peut-être controversé. Donc, effectivement, comme j'ai dit, bon, peut-être d'une manière très rapide, que c'est une chance pour les pays, c'est une chance pour les pays pauvres et les pays qui ne possèdent pas la technologie. Pourquoi?
Bon, entre autres, parce que les biotechnologies, les produits qui sont éco et bio, les sustainable ou le durable, les produits durables, sont des produits, c'est pas, si vous voulez, un produit high-tech comme on le connaît d'une manière classique. Parce que les produits bio, bon, c'est des produits où la nature travaille. C'est pas l'être humain qui travaille, c'est les bactéries qui travaillent, c'est les plantes qui travaillent. Et ça, l'être humain, il n'a qu'à respecter les désirs, les exigences des plantes, des bactéries, etc., pour faire un procédé qui est performant. Alors que dans les autres technologies, c'est l'être humain qui a, si vous produisez par exemple un colorant chimique, c'est l'être humain qui fait la synthèse, c'est l'être humain qui conçoit le schéma de synthèse, c'est l'être humain qui fait la réaction, etc. Donc ça demande une maîtrise, des connaissances de l'être humain. Et ça, c'est les pays du Nord qui l'ont actuellement. Par contre, les produits bio, les produits éco, les produits, etc., les tendances actuelles, ce qu'on fait, où est-ce qu'on va maintenant, c'est les produits du Sud qui connaissent le mieux. Hein, parce que, regardez les voitures, par exemple, si on parle de recyclage, réutilisation, etc. Les voitures, par exemple, là, au Nord, bon, une voiture a une vie pas supérieure à 10 ans. 10 ans, c'est une vieille voiture. Les gens changent de voiture 6 ans. Ici, regarde l'âge moyen des voitures. C'est presque mon âge. Très difficile. C'est très difficile. Mais on peut avoir des voitures de 20 ans parce que les gens, ils ont la capacité de retaper la voiture, ils ont la capacité de changer le moteur, de régler, etc. Ils ont cette technique et ces technologies-là. Pour réutiliser, par exemple, les choses, pour réparer, bon, comme vous avez vu les tendances de la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle a dit, l'Europe? Elle a dit ils vont vers des industries qui réparent, Donc ça, c'est des compétences qui sont actuelles pour nous. C'est pas le futur, c'est actuellement on fait ça. D'accord? Et ça, c'est une chance parce qu'on peut développer des industries très intéressantes pour l'exportation, pour l'Europe. Très intéressant, parce qu'on a les capacités de faire ça. Parce qu'on a l'habitude, c'est notre quotidien. Réparer, recycler, s'habiller du fripe, etc. Donc ça, maintenant, eux, l'autre jour, Anne, elle est allée en Allemagne pour une foire, je sais pas. Elle me dit, presque dans toutes les rues en Allemagne, il y a des magasins maintenant de fripe. Maintenant, nous, on a depuis très longtemps des magasins de fripe. Donc le futur, leur futur, c'est notre passé. C'est Farouk. Est-ce que je peux intervenir, Sonia, s'il te plaît? C'est juste pour... Juste une minute, si Lamine Qadi a fait une remarque, je ne sais pas s'il veut intervenir en direct, parce que sur le chat, qui nous dit que et dans une approche de développement durable, les savoir-faire locaux sont très importants à valoriser scientifiquement et technologiquement. Une véritable opportunité pour les pays du Sud, comme l'a souligné Prof. Mhani. Donc, on est d'accord avec vous. Au Maroc, je pense que c'est les mines des Marocains, je pense. Ouais. D'accord, voilà. Oui, Hatem, tu peux intervenir. C'est juste pour soulever un point, c'est Farouk. Oui. Une différence, peut-être, une différence, mais de taille. Nous sommes mis, pour reprendre le terme,
à l'utilisation ou la réutilisation ou le recyclage depuis fort longtemps pour principalement des raisons économiques. D'accord? Oui, oui. Personnellement, ma voiture, elle a 25 ans, elle est vieille de 25 ans. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir une nouvelle voiture. C'est parce que j'ai pas les moyens d'avoir la voiture dont je rêve. D'accord? Oui, oui. En Allemagne, en Europe, en Allemagne en particulier, en Europe d'une façon générale, le développement ou l'accroissement de l'intérêt vers le recyclage des vêtements friperies, le recyclage des voitures, le recyclage des électroménagers, etc., provient d'un autre besoin. C'est plus un sentiment, disons, de vulnérabilité environnementale, de conscience environnementale, plus que d'un besoin économique. Et c'est ça la grande différence. Bon, ça tombe bien pour nous, tant mieux, mais je pense que il y a, disons, allez, dans cette mouvance, à 50%, c'est des raisons citoyennes, c'est des raisons de conscience environnementale et 50% des raisons économiques. Ça, c'est mon avis. Et merci pour votre attention. Oui, Si oui. je peux rebondir, si Farouk, avant que vous ne. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, et bon, j'espère que je ne ferai pas encore polémique parce que ce n'est pas le but. Mais je pense qu'on oublie justement dans ce que vous aviez montré dans la première diapo sur la durabilité, où vous avez dit que c'est en gros l'intersection entre écologie, sociale, économie. Il y a, je crois, un non-dit quelque part, il y a un aspect dont on ne parle pas et qui est, je pense, à l'origine, de cette notion de durabilité, qui est le contexte, je dirais, politique. C'est-à-dire que je suis en train de me poser la question, est-ce que la durabilité ou les consortiums, par exemple, la réponse à ce qui arrive, donc les Allemands s'organisent en ce que vous appelez l'Alliance for Sustainable Textile, les Américains se mettent en coalition. Est-ce que c'est vraiment ces coalitions, c'est dans un esprit de durabilité, de conscience écologique, etc. Ou bien est-ce que ça serait plutôt du protectionnisme contre contre une autre économie qui est l'économie asiatique? Et est-ce que ça serait pas plutôt une réponse à cette nouvelle économie émergente plutôt qu'une conscience écologique qui se serait développée en Europe, et on découvre maintenant que le textile est un grand polluant. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, je ne suis pas sûre que ce soit une opportunité pour un petit pays comme le nôtre. Parce que si on veut développer ces colorants textiles, ces fibres textiles, il nous faudrait beaucoup de terrain. Là, je rebondis sur la question de Salah, qui avait posé la question, est-ce qu'on a assez de quantité de matériaux pour développer une industrie? Non, on n'en aura jamais assez parce que nous sommes un petit pays, nous ne pouvons pas produire de grandes quantités, sinon ça sera au détriment de notre agriculture. Par contre, si au niveau du Maghreb, les 3 pays du Maghreb, en Algérie, c'est envisageable. Il y a des terrains, il y a de l'espace, on peut faire cette production. En Tunisie, je ne pense pas que ce soit envisageable. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ça, c'est aussi mon idée. Hein. Pour répondre à la deuxième question, la quantité à produire dépend du marché. Si je vais produire 1 tonne ou 2 tonnes, ça dépend de la demande. Mais de toutes les façons, je pense que ça ne demande pas beaucoup
de terrain. Ça dépend, parce que maintenant les marchés c'est des petits marchés. Hein. C'est des petits marchés, surtout pour les colorants. Hein. Pour les colorants, c'est des petits marchés. Ça peut, je pense, il y aura aucun problème pour développer, par exemple, une industrie ou une agriculture pour faire ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, pour les fibres, c'est autre chose. Pour les fibres, là, il faut réfléchir. Pas uniquement sur la quantité à produire sur le terrain, mais il faut penser à la concurrence. Parce qu'actuellement, sur le marché international, il y a la France qui est énormément, qui est un grand producteur de lin, mais il ne traite pas son lin. C'est la Chine qui traite le lin français. Donc, bon, il y a un moyen de faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a un moyen de faire quelque chose. Bon, pour la deuxième question, pour la première question, qui est l'aspect politique, c'est sûr, c'est certain. Ce que vous avez dit est certain. Il y a les deux. Bon, le protectionnisme bon, l'ouverture des marchés, c'est un mensonge pour tous les pays, hein, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Europe, c'est un mensonge. Parce que vous avez vu les fois où il y avait un problème avec Trump, pour l'acier, il arrête. Hein, s'il a un problème économique intérieur, il n'y a plus de libre-échange. Il arrête le libre-échange. Mais comme vous dites, dans le problème de normalisation et de législation, il y a toujours un aspect politique, toujours. Même pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, bon, on a un problème d'exportation parce que les normes, la législation européenne, elle limite, elle favorise l'huile européenne. Elle favorise l'exportation en vrac, pas conditionnée. L'huile tunisienne va en Europe en vrac. Elle est conditionnée en Europe et composée en Europe parce qu'elle est mélangée avec d'autres, etc. Et elle part sous l'étiquette, sous le label européen. Mais, bon, il y a quelque chose qui m'a été raconté par quelqu'un qui vend des chromatogaz parce que la détermination des acides gras des huiles, il est fait par chromatogaz. Le vendeur, c'est un de nos collègues, qui est représentant d'une grande firme de production de chromatogaz. Il m'a dit, l'huile tunisienne, les normes européennes précisent le taux d'un certain acide gras. Il doit avoir le taux bien précis dans la norme pour qu'il entre en Europe. Donc, ils font l'analyse et ici, souvent, ils ne trouvent pas ce taux-là. Il m'a dit que cet acide gras, il n'est synthétisé, biologiquement synthétisé, que dans les climats froids. Donc, il y a très peu d'huiles tunisiennes qui satisfont à cette norme-là. Parce que notre climat, il est généralement assez chaud. Bon, ça, c'est sous sa responsabilité. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc, mais je répète ce qu'il m'avait dit. Pour dire que les normes, ils peuvent être faites pour favoriser un certain nombre de produits, un certain nombre de pays, etc., etc. Et couper comme vous dites, pour le textile. Pour le textile, bon, maintenant, c'est connu, hein, parce qu'il y avait des accords avant. Avant, il y avait des accords. Ils sont connus, mais maintenant, ils sont arrêtés, ces accords-là. Mais il y a cet aspect politique. Hein, il y a.
Oui. Est-ce que je... Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'ai une question, c'est Farouk. Pas vraiment une question, mais j'aimerais bien avoir. Est-ce que Dr Albert est avec nous encore? Je pense qu'il a quitté. Hein. Non. Albert, je la vois encore. Oui, oui, bonjour, je suis toujours là. Albert, moi j'ai confondu avec le monsieur qui nous a parlé tout à l'heure. Docteur Albert, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question qui vient d'être évoquée, si vous le permettez. Alors, pardon, mais je n'ai pas entendu la question. Exactement. Donc, en fait, on parlait de la culture, disons, de plantes à visée industrielle, et on se posait la question sur la disponibilité des terrains, la conversion des terrains pour des applications industrielles. En fait, on parle de plantes tinctoriales pour l'industrie textile. Est-ce que ça ne compromet pas en quelque sorte la notion de souveraineté alimentaire dans l'absolu, hein? Je parle dans l'absolu. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Et comme il a été dit, ben, la Tunisie n'est pas un très grand pays et il faut absolument conserver les terres agricoles. Mais en même temps, il faut enfin, je crois que j'en parlerai lors de ma conférence. Il y a quand même d'énormes possibilités. Et ce qu'il y a en Tunisie, comme dans beaucoup d'autres pays méditerranéens, y compris en Europe, il y a beaucoup de terres qui sont des terres agricoles dégradées, parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des terres et ces terres produisent très très peu. Alors que si on les cultive de manière durable, et ça j'en parlerai, on peut produire différentes choses, et y compris des cultures à visée de teinture industrielle ou etc. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Les surfaces agricoles peuvent produire beaucoup pour peu qu'elles soient bien gérées. Et même dans des petits territoires, on peut arriver à avoir une production diversifiée très intensive. C'est ce que je voudrais dire. Et quand il y a toute l'opportunité est d'avoir des productions diversifiées et d'inclure ce dont vous avez parlé. Oui. Merci, docteur. Merci, docteur, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer professeur Mhenni. Hein, c'est le deuxième jour du mois de Ramadan. Et j'imagine qu'il va faire des courses. Hein. Donc, encore une fois, professeur Mhenni, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Sehat, pour l'organisation de ce webinaire. Tout le plaisir a été pour nous. Juste un petit rappel pour nos chers étudiants. Vous avez un cycle de 5 webinaires. Ça, c'est le premier. On a tenu à ce que ce premier webinaire se fasse par professeur Mhenni pour lui rendre hommage pour tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour les jeunes chercheurs, pour la recherche, pour le développement durable. Merci. Et donc, on a vraiment tenu à ce que la première conférence soit donnée par cher professeur Mohamed Farouk Mhenni. Merci. Donc, je te cède la parole, chère modératrice Sonia, pour le mot de la fin. Oui, bien sûr, je remercie aussi professeur Mhenni. C'était une excellente occasion pour lier et la recherche académique ou l'enseignement académique aux perspectives industrielles. J'espère que ça donnera des idées à nos étudiants. Mais pour que ça puisse donner des idées à nos étudiants, moi je les invite bien sûr à faire un petit résumé de ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, parce que je vous rappelle que cela nous servira de base de travail pour les séances de TD. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci, Alassane. Merci. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، أنت عايشك
باش نعطيك حاجه عاد استنى اقعد لهنا نجيب لك قهوه استنى سير عندي كيستيون. تفضل تفضل. انا باش نفتح عندنا مشكله بشوي خليني نسمعك بالبال يقربك. كيفاش؟ عندنا مشكله في التوجيه نفسي. لا قبل ما سمعتكش الجمله الاولى. احنا فلاح. ايه فين منين انت منين؟ تروى ده نصر الله. كنا نعرف برشا شكون يكون شي نشاط فوا يشري أرض في بلاصة مش يصوموا فيها أو تزيدوا والناس تتخلط ملاح خاطر عنده ريحة خايبة. عنده ريحة خايبة. ولا هو تو الزيتون فما عملوا فيه ايتود في صفاقس عملوا ايتود على اليوتيليزاسيون في الواحد في شنو هو الديريغاسيون. ايش تصدق واحده ايه باش تهدي لك يا حاتم هاكل هي يا سونيا يا اخي خلصت من الواحد بي خاطر انا باش نهدي حاجه لسي فاروق. اي فوالا صورها انت هيك هذه معناتها التذكار تاع خلينا ناخذ خلي تصورني بالبورتابل تاعي. بنت هذه صورنا في المستشفى هذه تذكار سي فاروق ها حلوه؟ زين يعطيك الصحة وبارك الله فيك. بارك الله فيك انت. بارك الله فيك صح جرام بليزير. وانا سيدي بالنسبة لي يعني نزلت معك. بيان سور نزلت معنا ضحك. سيدي يعطيك الصحة وبارك الله فيك. عايشك حبيبي عايشك حبيبي خليك. باش نوقف لونجسترومون بافيك سي فاروق. نبي تعرف شنو يعمل الشيء هذايا؟ نبي نبخو. والله. اختصاص في في سال. كنشوف التابلو تاع فين. C'est ça? Alors, on dit au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine. اي بسلامة الناس الكل. Oui, Sonia. J'arrête l'enregistrement.